Bonsoir Xavier Titelman. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur France 2 ce m'accueillir. soir. Vous avez vu évidemment, comme nous, les images du lieu de l'accident, des images terribles d'ailleurs. Quelle analyse en tirez-vous? Que pouvez-vous nous dire dessus ce soir? Alors, c'est très dur de tirer des conclusions à partir de simples images. Maintenant, il y a des certitudes. On a une certitude que l'avion n'a pas explosé en haute altitude. C'est un premier élément. Donc, Ça se verrait au sol? Ça se verrait au sol et notamment la zone d'impact serait beaucoup plus répartie. Il y aurait des débris sur une zone qui serait beaucoup plus large. Donc là, l'avion est arrivé au sol plus ou moins en un seul morceau. Il y a beaucoup encore d'hypothèses, on n'a pas de certitude, mais en tout cas, l'avion était bien entier en arrivant au sol. Alors le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, les autorités même des différents pays, on l'a vu, n'écartent absolument aucune piste, mais c'est quand même celle des mauvaises conditions météo qui reste privilégiée. Quelle est ce soir votre analyse, votre hypothèse à vous en tant qu'expert? Ça reste une hypothèse, on n'a absolument aucune certitude. Maintenant, on est sur une zone qui était très orageuse. Le pilote avait demandé d'éviter cette zone, c'est tout à fait classique, des centaines d'avions le font tous les jours. Les avions sont équipés avec des radars météo qui vont pouvoir leur donner une position précise pour ces nuages pour pouvoir les contourner. On est sur un avion qui a une petite vingtaine d'années et donc pas forcément avec les dernières générations de radars et on n'a pas forcément une vision dans la profondeur du nuage. Peut-être que le pilote, s'il s'est aventuré dans cette zone, n'a pas été capable de répondre tout simplement aux exigences qu'il était en train de rencontrer. On a des turbulences très fortes, on a des grêlons de grosse taille. Ce n'est pas un élément unique, ce sera certainement un cumul de facteurs, peut-être une désorientation du pilote. Aujourd'hui, on n'a aucune certitude. Alors d'importants moyens sont donc déployés sur place. 180 militaires français et maliens sont à pied d'œuvre, renforcés dès demain matin par des gendarmes et des experts qui décolleront de Villacoublay dans quelques minutes. L'une des deux boîtes noires de l'appareil a été retrouvée. Ambroise Boulez, Thomas Paga et Claire-Marie Denis. C'est le site qui va désormais concentrer toute l'attention des enquêteurs. Des débris disséminés sur la surface de 2 terrains de football. Pour les experts, un immense puzzle à reconstituer. De Villacoublay en région parisienne, ils sont 23 enquêteurs français à partir ce soir. Des policiers et des gendarmes spécialisés. Certains ont déjà travaillé sur l'accident du vol Rio-Paris ou le crash du Concorde. Dans leur bagage, un laboratoire ambulant pour prélever des indices et identifier les victimes. Ces hommes arriveront sur place au petit matin pour la toute première phase de l'enquête. Cette première phase est d'une durée limitée sur site, de l'ordre de quelques jours. C'est une phase qui a pour mission d'identifier, de prélever et de préserver les indices, parmi lesquels on compte notamment les enregistreurs de vol. Les 2 enregistreurs de vol, les boîtes noires, sont cruciales pour comprendre le crash. L'une d'entre elles a déjà été retrouvée, mais l'essentiel des débris sont enfouis sous terre. Alors l'armée française sur place va prêter des engins de chantier pour déblayer le terrain. Autre difficulté, la situation sécuritaire dans le nord du Mali. Nous ne sommes pas dans une zone de conflit immédiat avec des affrontements directs. Cependant, la région de Gao est connue pour être une zone d'insécurité en raison de la présence de certains groupes terroristes. Régulièrement, des groupes Touaregs mènent dans cette région des actions de guérilla contre l'armée régulière malienne et les forces françaises présentes sur place. Pour sécuriser l'épave, une force internationale a été déployée avec des soldats français, maliens et néerlandais. Xavier Titelman, il y a 2 boîtes noires par appareil. Quelles informations précisément renferment-elles? D'abord, sont-ce les mêmes pour l'une et pour l'autre? Et vont-elles être la clé indiscutable pour comprendre ce qui s'est passé? Les boîtes noires sont complémentaires. On en a une qui va avoir un enregistrement sonore du déroulement des événements dans le cockpit. S'il y a eu une panne, s'il y a eu une situation critique, les pilotes vont forcément communiquer l'un avec l'autre et ce sera enregistré. La deuxième boîte noire enregistre des éléments techniques. Et là, il y a un millier de paramètres qui sont enregistrés en temps réel. Que ce soit une explosion, que ce soit une panne ou simplement l'altitude et l'orientation de l'avion auront été enregistrés. On va mettre quelques jours à exploiter ces données. Certainement, au début de semaine prochaine, on aura une réponse très précise. Et évidemment, si les boîtes noires sont exploitables, la réponse sera définitive. Alors cette catastrophe aérienne, la 3e en quelques jours, tombe aussi en pleine période de vacances et inquiète beaucoup de familles. Pourtant, il faut rappeler que l'avion reste malgré tout le moyen de transport le plus sûr au monde, loin devant la voiture. Explication Christophe de Valambra. Toute la journée à Roissy, les décollages se sont succédés comme d'habitude. Le trafic aérien français a fonctionné à plein régime. Voici tous les avions en vol à 17 heures précises. Chaque marque est un appareil, plusieurs centaines au-dessus de la France, près de 5000 sur l'Europe qui disparaît presque sous les silhouettes jaunes. Et à ce moment exact, 11 146 avions volent dans le monde entier. Chaque jour en moyenne,
8 200 000 passagers empruntent près de 90 000 vols. Il y a en permanence environ 650 000 personnes dans les airs. Aujourd'hui, à l'aéroport de Roissy, les passagers avaient bien sûr en tête la série noire qui frappe actuellement le transport aérien. Du coup, on prend l'avion, on se dit « Oh là là, pourvu que ça ne nous arrive pas, en plus on est en famille ». Mais pour autant ici, les récents crashs d'avions ne semblent pas avoir créé de psychose. On en parlait avec ma maman ce matin, il y a eu 3 problèmes avec 3 avions, on dit jamais 203, là c'est bon, il y a eu les 3. Donc non, on se dit qu'on peut monter dans l'avion. Statistiquement, c'est le moyen de transport le plus sûr. C'est vrai. Alors que le nombre de passagers transportés ne cesse d'augmenter depuis l'après-guerre jusqu'à passer les 3 milliards l'an dernier, le nombre de morts diminue continuellement grâce aux progrès techniques, moins de 300 en 2013, un record. À distance parcourue égale, l'avion et le train sont les modes de transport les plus sûrs. Le risque de décès est 2 fois plus important en bus, 7 fois supérieur en bateau et 20 fois en voiture. Plus encore, pour la même distance, un piéton a 180 fois plus de risque de mourir qu'un passager d'avion, un motard 400 fois. Statistiquement, une personne décède en avion tous les 113 000 vols. Xavier Titelman, vous êtes également formateur au centre de traitement de la peur de l'avion. Je vous pose une question très simple. Faut-il avoir peur de prendre l'avion? La réponse est simple, c'est évidemment non. On reste sur des événements qui semblent dramatiques et qui se superposent les uns avec les autres, surtout sur un timing très serré. En réalité, ils ne sont pas liés les uns avec les autres. Un avion qui se fait tirer dessus par un missile, ça n'a aucun effet sur la sécurité de votre vol que vous prendrez demain pour les États-Unis. Et si vous annulez votre vol pour prendre une voiture à la place pour un même trajet, évidemment, les risques sont beaucoup plus élevés. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'avoir apporté votre éclairage ce soir sur France 2. Merci beaucoup. Autre